Voilà, aujourd'hui, je suis, contrairement à la semaine dernière, je suis à l'heure. Je vous rappelle que c'est une vidéo dans le cadre du mois de l'imaginaire, que la semaine passée, je vous avais présenté 5 recommandations de lecture que vous pouvez encore retrouver sur mon compte ou sur ma chaîne YouTube, si on peut parler de chaîne YouTube avec le peu de vidéos qu'il y a dessus. Mais voilà, cette fois, je vais, conformément à ce que j'avais annoncé, tenter de discuter avec vous de fantasy historique ou de romans historiques de façon plus large. Voilà, donc c'est le sujet de cette vidéo que vous pourrez retrouver en replay, soit directement sur Instagram, soit quelques minutes après le live, soit sur YouTube demain. Je vous préviens aussi. Voilà, voilà pour ce qui est des considérations, on va dire techniques. Pour attaquer tout de suite et rentrer dans le vif du sujet, je voudrais tout d'abord faire une différence entre fiction historique et roman historique. Alors la fiction historique, on va dire que j'y classe des romans comme Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, c'est-à-dire des romans, des histoires qui prennent pour cadre, bien sûr, l'histoire, qui tiennent compte de cette dimension historique, mais qui ne se gênent pas forcément, qui ne s'embarrassent pas forcément d'être toujours très réalistes, que ce soit dans le comportement des personnages historiques cités ou même dans certains points de l'intrigue. Voilà, on va dire que l'histoire globale est respectée. On se retrouve pas dans un univers avec, je sais pas, des dragons ou des magiciens. On reste sur quelque chose de réaliste au niveau du contexte. Mais l'histoire elle-même, voilà, on s'amuse plus facilement avec. D'ailleurs, je me rappelle cette phrase un peu glauque, mais très célèbre, attribuée à Alexandre Dumas, hein, comme quoi on peut violer l'histoire tant qu'on lui fait de beaux enfants. Voilà, on va pas s'apesantir dessus. Donc ça, c'est pour la fiction historique. Et puis le roman historique, là, on essaye d'être quand même beaucoup plus respectueux à la fois des dates, de ce que l'on sait du caractère, du comportement, des agissements de tel ou tel personnage cité. Voilà, donc là c'est quelque chose de beaucoup plus réaliste que la fiction, hein, qui porte bien son nom, mais les deux sont souvent regroupés sous la même bannière du récit historique au sens large. Et si je vous en parle, c'est parce que tout simplement, c'est quelque chose qui me tient à cœur en tant que lecteur et un domaine dans lequel j'ai pu m'illustrer entre guillemets, hein, voilà, fort modestement, avec Emils, donc paru en juin dernier chez Argile Éditions. Donc un roman qu'on peut classer en roman historique ou en fantaisie historique, selon les préférences de chacun, on y reviendra. Mais en tout cas, c'est un roman qui prend place à Carthage pendant la deuxième guerre punique. Donc on est en plein dans le sujet. Et comme je l'avais annoncé dans cette vidéo, je voulais, après cette petite introduction sur qu'est-ce qu'un roman historique, je voulais donner quelques conseils, là encore de façon tout à fait déjà personnelle et puis modeste avant tout, hein, chacun en tiendra compte ou pas. Voilà, c'est mon avis sur la question, mais après, chacun a le sien, bien sûr. Donc sur l'écriture du roman historique. Et je voulais commencer par l'importance de la documentation. Tout simplement car, à mon sens, on ne peut pas écrire un roman historique en se basant sur Wikipédia, qui est un outil, ma foi, généralement plutôt fiable et très utile. Mais voilà, je ne peux que vous encourager, soit en empruntant en bibliothèque, soit en achetant divers ouvrages, si vous voulez vous lancer dans le roman historique, à vous bâtir une solide bibliographie. Pas hésiter à consulter le plus de sources possible. Voilà, tout simplement car déjà on apprend plein de choses, donc ça peut être utile. Et puis tout simplement, ça peut aussi faire naître de nouvelles idées. Moi j'ai eu l'occasion de m'en apercevoir. Tel élément dont on n'avait pas conscience peut donner lieu à soit une nouvelle sous-intrigue, soit un nouveau développement pour un personnage ou un autre. Voilà, donc la documentation, c'est quelque chose de très très important. Et bien sûr, il faut que son pendant, ce soit l'équilibre à trouver avec cette documentation. Tout simplement, car il ne faut pas non plus que votre roman se transforme, comment dire, en cours d'histoire. C'est-à-dire que les gens qui vous lisent, les gens qui veulent lire un roman,
eh bien, ils n'ont pas envie de tomber dans voilà, comme je dis, dans un cours magistral, même si ça peut être très intéressant au demeurant. Il ne faut pas que la documentation écrase vos personnages ou vos fils d'intrigue. Il ne faut pas que ceux-ci se retrouvent étouffés par le poids de vos recherches. Ouais, ça me paraît là aussi très important parce que le moteur de votre roman, ça doit rester vos personnages et leurs aventures. Donc la documentation ne doit pas venir écraser ça, sinon, comment dire, autant se pencher sur, autant faire de la vulgarisation scientifique, par exemple. Je pense que le résultat sera le même et peut-être même plus pertinent si c'est finalement ça qui vous intéresse, c'est-à-dire la recherche pure, ce genre de choses, voilà. Et donc il faut faire vraiment la part des choses entre l'importance de la documentation et le poids le poids de celle-ci et l'équilibre à trouver pour pas étouffer votre récit et en même temps pour sonner vrai. Sonner vrai, c'est ce que j'entends par là. En fait, le fait d'utiliser par exemple quelques termes très précis en lien avec votre cadre. Ici, dans le cadre d'Emils, bien sûr, il s'agissait de la civilisation carthaginoise. Donc, que ce soit des mots, pardon, issus du vocabulaire de la langue en question, de la langue punique, ou des termes relatifs à, je ne sais pas, les mesures de distance, de temps. Euh, tout ça avec, si possible, en évitant le recours aux notes de bas de page. Alors, voilà, certains adorent les notes de bas de page, je le disais la semaine passée dans une autre vidéo. Terry Pratchett notamment adorait ça. Moi, je trouve, surtout dans un roman historique où l'immersion est importante, que ça peut facilement faire sortir la lectrice ou le lecteur de la narration. Donc, je voulais éviter, en ce qui me concerne, les notes de bas de page. Et donc, il faut que tout ce que vous, entre guillemets, recrachez de vos recherches puisse être compris par vos lecteurs via le contexte. Il faut que le contexte serve de catalyseur, soit suffisamment explicite pour éviter justement de retomber, comme je disais, dans le livre d'histoire. Et donc, toutes ces recherches au niveau du contexte, de la vie de tous les jours, puisque ça peut aborder plein de sujets, hein, la vie quotidienne, la religion, l'histoire passée par rapport au moment que vous avez choisi d'illustrer. Il faut que tout ça soit en lien avec ce qu'on sait de l'époque, et je pense notamment aux mœurs. Voilà. Dans le cadre d'Emils, évidemment, c'est une héroïne. Les personnages féminins ont beaucoup d'importance dans le roman. Mais mon but, ça a toujours été... Alors après, d'aucuns penseront que j'ai réussi ou non. Hein, ça, encore une fois, c'est à l'appréciation de chacun. Mais mon but a toujours été de ne pas donner l'impression qu'Emils soit comment dire, soit une féministe d'aujourd'hui. Et encore une fois, même le terme féministe ou le féminisme en général, on peut trouver plusieurs définitions, hein, bien sûr, mais je voulais pas avoir l'impression comme ça peut arriver justement dans certains récits historiques, qu'un personnage d'aujourd'hui se retrouve l'héroïne d'un roman d'autrefois. Donc c'était un des écueils que je voulais éviter. Là je prends en exemple les personnages féminins, mais ça peut être la même chose avec les masculins, bien sûr, mais notamment le cliché du personnage féminin sans aucune ressource ou sans aucun pouvoir, alors que, justement, en tout cas dans la civilisation carthaginoise, les figures féminines, notamment dans le domaine des cultes religieux, pouvaient avoir accès à des fonctions très importantes et pas simplement honorifiques. Donc voilà, comme quoi des femmes de pouvoir pouvaient exister à ce niveau, et c'est ce que j'ai essayé de montrer aussi dans le roman, tout simplement parce que bien sûr certains thèmes sont éternels, hein, de tout temps, l'homme avec une majuscule ou la femme avec une majuscule comme vous voulez, l'homme s'est interrogé sur de grands sujets comme la guerre, la liberté, etc., etc. Donc ça transcende les époques. J'ai envie de dire qu'on en parle de tout temps. On en a toujours parlé, d'Homère à aujourd'hui. Donc forcément, c'est quelque chose qui, bien sûr,
irrigue n'importe quel récit, mais je voulais, dans le cadre d'E-Mills, tenir compte de ce que j'avais pu justement apprendre du contexte historique et sociologique, etc. de l'époque, pour ce que l'on en sait, en tout cas, et que les interrogations des personnages soient fidèles à ce que ce que ces interrogations auraient pu être à l'époque, si on s'était vraiment trouvé à leur côté pour vivre ces aventures en leur compagnie. Voilà. Tout ça, notamment, ne doit pas vous empêcher, je trouve, de conserver une certaine liberté, bien sûr. J'ai envie de dire ce que j'appelle un angle mort, un certain flou. Car évidemment, si je vous dis qu'il faut essayer de respecter le contexte et de façon générale pour immerger la lectrice ou le lecteur dans votre roman et vraiment donner l'impression de se retrouver plongé à telle ou telle époque, ça n'empêche pas quand même voilà, un certain flou artistique, c'est le cas de le dire, dont vous pouvez bénéficier. Moi, par exemple, je suis parti du principe qu'un de mes personnages était athée, même si j'ai pas trouvé de réels renseignements à ce sujet, en tout cas pour ce qui était des cultes religieux à Carthage. Je me suis dit que finalement, quelque part, être athée, c'est une notion qui, à mon avis, devait forcément habiter l'un ou l'autre, quelle que soit l'époque. Je peux pas croire que certaines personnes n'aient pas vraiment cru à tel ou tel dieu, à telle ou telle malédiction, à telle ou telle possibilité, comme jeter un mauvais sort sur son voisin, ou voilà, on va dire à 100%. Et on peut aussi y croire de façon cynique, à mon avis. Donc c'est pour ça que je pense que à ce niveau ou un autre, là dans le cadre d'E-Mills, on sait tellement peu de choses sur elle que forcément en tant qu'auteur, on va dire que c'est une bonne opportunité de réécrire l'histoire comme on l'entend. Donc là, par rapport à quelqu'un qui voudrait écrire un roman historique consacré, je ne sais pas, à Alexandre le Grand ou à Attila, dont on sait quand même en général beaucoup plus de choses, ou même, je ne sais pas, Jeanne d'Arc, forcément, dans le cadre d'E-Mills, j'avais beaucoup plus de liberté. Donc j'ai conscience de prôner une liberté qui n'est pas offerte forcément par tous les récits potentiels. Mais en tout cas, c'était quelque chose qui me semblait intéressant, c'est de conserver la possibilité, même si en général c'est dangereux les angles morts, mais dans le cadre du récit historique, je pense que vous pouvez quand même vous autoriser ça, tout simplement parce qu'il faut bien aussi garder à l'esprit que même si ce n'est pas une fiction historique, que vous tenez à rester dans les clous du roman, c'est-à-dire vraiment respecter les dates, ce que j'ai fait, par exemple par rapport à une bataille. Si je dis dans le roman que telle chose se passe 3 mois après telle bataille, je me suis vraiment attelé à conserver vraiment on va dire cet écart de temps, cette échelle de temps, etc. Chercher aussi à ce que les déplacements des personnages suivent l'histoire, ce que l'on en sait du moins. Donc voilà, mais malgré tout, forcément, je ne sais pas, à quelques lieux près ou à quelques semaines près, on est quand même dans un récit romancé, et il faut pas non plus se mettre une pression incroyable et vouloir à tout prix respecter. Encore une fois, vous n'êtes pas en train de rédiger un livre d'histoire, on reste quand même dans du roman. Donc c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut quand même conserver une certaine liberté. Et enfin, un dernier point que je voulais aborder, c'était aussi la question tout simplement de la dimension fantasy, notamment que vous pouvez apporter dans vos récits de romans historiques. Alors, quand on pense fantasy historique, on pense souvent à Guy Gabriel Kay, l'auteur canadien très célèbre, de La Mosaïque de Sarance, des Lions d'Al-Rassan, etc., etc. Bon, on ne le présente plus, c'est quand même un immense auteur. Et alors, bon, la différence, c'est que lui, malgré tout, même si on reconnaît les pays ou les peuples dont il a tiré son inspiration, on reste quand même dans un monde secondaire. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment la France, c'est pas vraiment l'Espagne, ce n'est pas vraiment Byzance. Voilà, c'est des contrées, des peuples qui s'inspirent de notre histoire à nous, mais qui ne sont pas utilisés tels quels.
Voilà, dans le cadre de 10 000, par exemple, on se retrouve vraiment à Carthage, la Carthage de notre histoire. On n'a pas dévié dans une uchronie. Puisque, par exemple, j'ai abordé la fiction, la différence entre la fiction et le roman historique, mais j'aurais pu aborder aussi l'uchronie, c'est-à-dire le fait de partir d'un point de vue historique et puis de dévier. Hein. Par exemple, Alexandre le Grand n'est pas mort à 33 ans, mais est parti conquérir, par exemple, les Amériques, ce genre de choses. Mais là, on part vraiment dans le contexte, enfin dans le domaine de l'Uchronie, hein, que j'adore moi-même, mais qui n'est pas le sujet de cette vidéo, et qui n'est donc pas le sujet non plus de 10 Mills. Je remonte la couve parce que la couve de Xavier Colette est quand même vraiment superbe. Mais pour en revenir à mon point concernant la dimension fantasy d'un roman historique, je dirais que c'est à vous de choisir là aussi où mettre le curseur. Dans le cadre d'E-Mills, j'avais la chance, comme je vous l'ai dit, d'utiliser un cadre où une civilisation, la civilisation carthaginoise, où les croyances, notamment en la magie et aux dieux, étaient vraiment très fortes. Ce qui fait que finalement, on se rapproche quand même d'un contexte de, on va dire, de fantasy épique, où vos héros vont jurer sur les dieux, vont avoir des visions, vont subir des malédictions, ce genre de choses. Ce sont des éléments qu'on pouvait retrouver dans la vie quotidienne des Carthaginois. Donc c'est quand même une façon d'ancrer le récit dans une certaine dimension fantasy malgré tout. C'est-à-dire que je joue vraiment avec cette matière, on va dire, cette matière légendaire, légendaire au sens le légendaire, cette matière légendaire, cette matière magique. Je joue sur les codes de la fantasy pour inscrire le roman dans ce sous-genre-là. Et ensuite, j'ai envie de dire que chacun se fera son idée. J'ai vu des lecteurs considérer que c'était un roman de fantasy historique, d'autres que c'était un roman de un pur roman historique. Moi, justement, je parlais du flou tout à l'heure. Moi, j'aime bien entretenir le doute. Personnellement, on peut le classer dans un sous-genre ou dans l'autre. J'ai envie de dire que les deux me vont tout à fait. Pour celles et ceux qui ont déjà lu le roman, vous savez que je tranche pas sur certains points de l'intrigue qui peuvent justement ou pas rattacher le roman à la fantaisie. Donc après, c'est à l'appréciation de chacun. Là-dessus, on va dire que j'ai pas de consigne à vous donner. Hein, c'est chacun fera comme il veut. Mais pour en revenir justement au contexte historique lui-même, où les mages et les prêtres dédiés aux dieux avaient vraiment une grande importance, j'ai envie de dire que finalement, si les personnages eux-mêmes croient en la magie, quelque part, est-ce que c'est pas déjà une façon de la rendre un peu réelle? Donc voilà, c'est un peu, on va dire, ça peut être une pirouette, une béquille, appelez ça comme vous voulez, mais c'est là-dessus, c'est cet élément, c'est là-dessus que j'ai joué pour justement inscrire le roman, on va dire, dans ce cadre de fantaisie historique. Donc voilà, j'espère que je vous aurai donné quelques pistes concernant ce sous-genre de la littérature. Voilà, après à vous si vous avez des questions, pas hésiter à les poster, que ce soit en commentaire quand la vidéo sera disponible en replay ou sur YouTube, ou m'interpeller directement en message privé. Hein, n'hésitez pas, moi je suis toujours prêt à discuter. Et puis voilà, j'espère en tout cas que j'aurais pu vous donner quelques pistes si vous ambitionnez de vous lancer dans un roman historique, qu'il soit de fantasy ou pas. Et puis, on va pas se mentir, hein, en ce mois de l'imaginaire, j'espère aussi que cette petite présentation et ces quelques conseils, encore une fois, je prétends pas avoir la science infuse dans ce domaine comme dans aucun autre, mais si j'ai pu vous aider ou vous apporter quelques précisions sur qu'est-ce qu'un roman historique, comment orienter sa façon d'écrire dans ce registre, et bien ma foi, cette vidéo n'aura pas été inutile. Et puis bien sûr, un dernier point, hein, j'espère pour celles et ceux qui ne se seraient pas encore laissés tenter, que la vidéo vous aura donné envie de découvrir E-Mills. Voilà, évidemment, toujours disponible chez Argile. Toujours et encore disponible chez Argile depuis le 9 juin, donc misère, ça fait déjà 4 mois que ce roman est en librairie, le temps passe vraiment trop vite. Voilà, je vais pas vous retenir plus longtemps ce soir, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, je crois, pour la suivante. Et puis en attendant, on se retrouve sur Instagram ou sur d'autres
ou sur d'autres réseaux, quels qu'ils soient. Et puis je vous souhaite encore une fois un très bon mois de l'imaginaire et de très belles lectures. Voilà, bonne soirée tout le monde!